Pour cette session autour du quantique, avec ce petit titre pour le quantique nous rapproche, parce que c'est un événement qui a lieu dans le cadre de la Nantes Digital Week, qui est un événement phare nantais depuis de nombreuses années, et on a organisé ça évidemment conjointement avec Nantes Métropole, avec très grand plaisir. Donc on va avancer. Arnaud, si tu peux avancer rapidement les slides. Donc voilà, je me présente juste rapidement. Donc Franck Jarry, donc ADN West, je vais vous en parler. Et puis toujours des petites bonnes pratiques pour les webinaires. Voilà, bien s'installer confortablement, hein, comme Olivier qui est installé à Station F tout fraîchement, sorti de sa réunion précédente. Couper caméra micro. Pour interagir, vous avez le chat, les questions-réponses. Évidemment, à la fin, on essaiera de pouvoir répondre au maximum de vos questions. Et puis, à la fin du webinaire, vous aurez un petit QR code pour pouvoir donner votre avis sur cette session. On peut avancer. En deux mots, ADN West, qui est né justement à Nantes. Aujourd'hui, ça a duré 30 secondes, hein. C'est un réseau, c'est le plus grand réseau de professionnels du numérique en région. En France aujourd'hui, ça réunit quasiment, vous le voyez, 800 structures qui sont à la fois des entreprises utilisatrices du numérique, prestataires du numérique et évidemment tous les établissements dans l'enseignement supérieur, ce qui est essentiel, et on œuvre humblement sur la région Pays de la Loire et Bretagne. Ça, c'est juste pour vous situer un petit peu qui on est. Vous pourrez retrouver de toute manière les supports qu'on vous enverra. Évidemment, là aussi, j'en profite parce que le partenariat ADN et Nantes Métropole est étroit, et notamment sur le sujet du numérique responsable. On en fera quelques petits clins d'œil, évidemment, à travers ce sujet quantique et le point d'interrogation sur l'impact. C'est bon, c'est pas bon pour la planète. Et puis voilà, toujours cette phrase que Francky, d'ailleurs, à qui je vais laisser la parole très très vite, toujours cette phrase qui dit que oui, on doit œuvrer à un numérique qui doit se développer, soutenir un développement économique, oui, mais durable et responsable. C'est vrai aujourd'hui avec tous nos sujets data, cyber, évidemment l'IA, mais sur le quantique, il faudra aussi qu'on ait une attention particulière, probablement un élément à rajouter à la boussole de Nantes Métropole sur ce sujet quantique. Il faudra aussi l'ajouter. On peut avancer pour arriver très vite sur notre sujet. Je vous donne juste deux petites éléments de promo. On aime bien aussi travailler avec les copains à Nantes. Toujours cet esprit collectif, là, avec une structure qui s'appelle ici lundi, que vous connaissez peut-être, avec une délégation Web Summit à Lisbonne, là, et qui pourrait s'appeler d'ailleurs IA Summit. Et peut-être que dans 10 ans, Ariane, Olivier, on appellera ça le Quantique Summit. On verra bien. Ça, c'est peut-être encore un peu tôt. On va en reparler. Et puis, effectivement, une soirée dédiée à l'innovation que vous pouvez noter dans vos tablettes le 19 novembre. Merci pour les applaudissements. Le programme, il est simple, hein. On va laisser quand même la parole parce que Francky a libéré un petit peu son agenda pour être avec nous, et ça, c'est très, très sympa. Et puis Olivier et Ariane, que je vais vous présenter, vont passer un petit peu de temps au début pour quand même planter le décor, parce que c'est un sujet qui mérite parfois un petit peu de tempête neuronale. Donc ça, il faut reposer le cadre comme il faut. Et puis, derrière, bah, moi, je vais faire mon apprenti journaliste et puis leur poser plein de questions. Les questions qui fâchent, les questions auxquelles il n'y a pas toujours de réponse, mais il faudra bien que Ariane et Olivier trouvent des réponses. Voilà, ce sera votre challenge là. Allez, on attaque. Francky, je te laisse la parole. Vice-président Nantes Métropole, innovation numérique, internationale, francophonie, pratique sportive libre, probablement 22 autres casquettes. Ça ne rentrait pas dans le slide, Francky. Je te laisse la parole. Merci, France. Rapidement, donc, pourquoi on est là? En fait, tout est parti d'un séjour à Québec
avec France et une belle délégation diversifiée nantaise, où on avait une halte à Sherbrooke. Et en fait, on se disait avec France, qu'est-ce qu'on a fait sur le numérique depuis une dizaine d'années? Parce que ça fait 10 ans qu'on œuvre effectivement sur le territoire nantais sur ces sujets. Et on a bien vu l'inflexion d'un numérique qui nous rapproche. D'ailleurs, c'est la baseline ou la ligne de force de la Nantes Digital Week. Ce numérique qu'on veut toujours au service de l'humain. Bref, le numérique maintenant responsable, avec les 3 volets, hein, le social, l'éthique et l'écologique. Et les 3 sont intimement liés. Et il est hors de question de prioriser plus l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a en commun, qu'on s'est forgé culturellement sur le territoire. Je trouve ça très bien. Et puis, j'avais posé la question, mais en 10 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Alors, évidemment, sans faire la boule de cristal, mais quand même, on est un peu aussi en droit de faire de la prospective. Et ce sujet du quantique avec Sherbrooke est revenu en disant, mais, à mon avis, peut-être que le quantique sera là ou pas, parce qu'effectivement, on entend souvent parler. Et puis, encore une fois, ces promesses, ça fait longtemps qu'on en parle. Olivier, ça fait longtemps qu'il en parle sur ce sujet. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un temps pour laisser les experts parler et puis nous pouvoir à un moment donné se projeter et dire un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas avoir un temps d'échange pour se dire dans 10 ans, on va parler d'IA, c'est sûr, on va parler de déconnexion, ça c'est 1000 fois sûr, mais est-ce qu'on parlera de quantique? J'en sais rien, mais en tout cas c'était le moment en 2025 de se poser peut-être un peu plus les questions et d'échanger sur ces sujets. Donc moi, je suis ravi, encore une fois, j'adore Olivier, à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Donc j'ai libéré mon agenda pour France et ADN, mais aussi parce qu'Olivier, j'aime bien l'écouter, et Ariane, que je connais pas, et j'espère que j'en serai le même plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté ce défi. Ariane est bien meilleure qu'Olivier, tu verras. Ça, c'est pour la bonne ambiance. Ça me met la pression, là, du coup. Ouais. Bon, alors merci beaucoup Francky là pour ce petit mot d'intro. Ça, c'est effectivement un sujet. On voit aujourd'hui que je vois parfois même que 2025 est une année, l'année du quantique. Alors je me demande bien pourquoi, mais en tout cas, on commence à en parler de plus en plus. Donc je vous présente très rapidement Olivier, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent certainement, et puis Ariane. Olivier, donc auteur, enseignant, formateur spécialisé sur les technologies quantiques. Quand même un petit pointeur vers la 7e édition, on vous transmettra ça, qui date de septembre 2024, si je ne dis pas de bêtises, vers ton ouvrage là sur Understanding Quantum Technologies, et du coup, téléchargement gratuit possible aussi sur ton site. Donc ça, c'est quand même, pour ceux qui s'intéressent et qui veulent aller plus loin, un point super important. Et donc le quantique, on va le faire en français, on va dire que c'est ton quotidien. Donc merci d'être là. Ariane est donc là. Merci globalement d'abord aussi au groupe SNCF qui sont des partenaires fidèles et proches aussi d'ADN West et de l'écosystème en général numérique. Et donc ça, c'est très très chouette. Petit clin d'œil à Loïc Quedru qui nous a mis en relation. Et Ariane, toi, tu as fait les ponts et chaussées. Tu es aujourd'hui, depuis quelques années, ingénieur de recherche pour le groupe SNCF. Et toi aussi, tu œuvres et tu travailles sur le calcul quantique. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les perspectives pour un groupe comme SNCF pour ses applications. Voilà, tu nous diras si aujourd'hui l'allocation des places dans les trains ou des plans sont déjà réalisés grâce à des machines quantiques ou des algos ou des simulateurs quantiques, mais on s'emballe pas, je ne suis pas encore certain, mais tu nous raconteras tout ça. Olivier, si tu veux bien commencer, et puis Arnaud, peut-être que tu peux lancer la slide qui Je va vais le bien faire. pour Olivier. Je le fais directement. Je lance mes slides. Eh Vous me ben, c'est voyez là? encore mieux. Oui. Alors, Eh ben, j'ai vas-y, Olivier. deux points sur ta présentation. J'ai une autre casquette qui est liée à un des sujets qu'on va aborder, c'est que je suis aussi le cofondateur d'une initiative académique Ouais. qui s'appelle la Quantum Energy Initiative. Ça a été créé il y a 3 ans. Et c'est un groupement académique qui est en train de s'élargir aux industriels pour justement s'intéresser à la question de l'empreinte environnementale et des technologies quantiques. Donc, on en parlera tout à l'heure parce que j'expliquerai un peu quel est le point de vue de cette initiative et mon point de vue sur la question. Effectivement, j'enseigne, j'ai ce bouquin. Alors, le bouquin, c'est un peu comme l'iPhone.
il y a une nouvelle version tous les mois de septembre. Et donc, la 2024, elle est périmée, c'est l'iPhone 16. Donc, l'iPhone 17, l'équivalent, c'est la nouvelle version qui sort lundi prochain. Ça sera la 8e et elle sera meilleure que celle d'avant. Voilà, je fais mon teasing Parfait. Au de contraire, base. tu fais bien. Voilà. Tu voulais que j'explique ce que c'était que l'ordinateur quantique ou pas, alors, finalement? Alors, vas-y, Euh, moi je dirais que le premier point, c'est de se dire, on en parle pas mal aujourd'hui, ou de plus en plus, mais faut commencer par, il s'agit de quoi? Tu vois, il y a des ouais. ordinateurs quantiques, il y a du calcul quantique, il y a de la physique quantique, il y a de l'informatique quantique, il y a du simulateur quantique. C'est quoi ce bazar, Olivier, là? Faut remettre de l'ordre. C'est vrai que c'est un gros bazar. Alors, la physique quantique, c'est un truc qui existe depuis 125 ans. L'ONU et l'UNESCO ont décidé de fêter le centenaire de la physique quantique cette année. Pourquoi? Parce que une grande partie des fondamentaux scientifiques ont été créés en 1925, notamment dans une ville où j'étais il y a 2 semaines, qui s'appelle Göttingen, en Allemagne, où travaillait un certain Werner Heisenberg, qui a été un des fondateurs de la mécanique quantique moderne. Ça aboutit à deux grands phénomènes macroscopiques. Le premier, c'est que grâce à la mécanique quantique des années 20, d'avant la guerre, on a inventé le transistor et le laser. Et le transistor et le laser, c'est ce qui est derrière tous les outils numériques qu'on exploite aujourd'hui. Donc la physique quantique, elle est déjà dans nos outils du quotidien. Mais il y a une quarantaine d'années, et progressivement, on s'est mis à imaginer d'autres usages de la physique quantique pour faire des choses qui vont au-delà de ce qu'on faisait avec le numérique classique. Et ces 3 types d'usages, ils sont les suivants. Le premier, c'est finalement d'utiliser la physique quantique pour créer des ordinateurs qui utilisent la physique quantique pour calculer plus rapidement et notamment pour simuler des phénomènes quantiques eux-mêmes. Alors, ça peut être simuler des phénomènes physiques au niveau des matériaux, au niveau de la chimie organique. Et donc, l'espoir qui est alimenté par cette physique quantique depuis 40 ans, c'est d'utiliser la physique quantique pour faire de la simulation quantique, pour inventer des choses nouvelles. Mais il y a 2 autres, voire 3 autres catégories de technologies qui sont en gestation en ce moment et depuis plusieurs années. Il y en a une qu'on appelle les communications quantiques, et ça repose notamment sur la capacité à générer des clés de chiffrement beaucoup plus sécurisées que ce qu'on fait aujourd'hui dans la cybersécurité actuelle. Il y a un troisième domaine qui est ce qu'on appelle les capteurs quantiques, où il y a aussi beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire des capteurs qui permettraient de capter des grandeurs physiques, ça peut être la température, la pression, la lumière, l'énergie, la gravité, avec une plus grande précision que les capteurs habituels. Et donc ça intéresse plein de domaines industriels, ça intéresse aussi d'ailleurs le domaine militaire. Il y a plein de choses à faire potentiellement dans ce domaine-là. Et puis il y a un quatrième domaine qui est moins connu et dont on parle très peu, qu'on appelle la matière quantique, quantum matter en américain, qui est l'usage de la physique quantique pour concevoir des matériaux qui ont des propriétés originales. Donc ça peut être, par exemple, pour concevoir des batteries plus efficaces, des matériaux qui ont des propriétés d'isolation, de transmission d'électricité plus efficaces, tout un tas de choses qui sont au niveau de la physique des matériaux, quoi. Et donc, c'est tout ça le domaine des théologies quantiques. Alors pourquoi on parle beaucoup de l'ordinateur quantique aujourd'hui? Parce qu'il alimente beaucoup de fantasmes, parce qu'il est censé, on verra que ce n'est pas si simple que ça, augmenter la puissance de calcul par rapport à ce qu'on a aujourd'hui avec des machines traditionnelles. Et donc, il est censé permettre des choses qui aujourd'hui ne seraient pas possibles. Et donc, il alimente les fantasmes. Et comme il fait rêver beaucoup les investisseurs et les États, et qu'en plus, c'est une technologie qu'on qualifie de duale, à savoir qu'elle a des usages aussi non civils, hein, militaires, potentiellement, bah, ça excite beaucoup les convoitises. Et on a un phénomène en ce moment qui est en train d'exploser à l'échelle mondiale au niveau des investisseurs, un truc que vous connaissez peut-être dans les startups qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Donc, c'est la peur de rater quelque chose. Et donc, cette année, et ça s'est passé même en un mois et demi, là, on a vu plus de 2 milliards d'euros investis dans les startups du quantique. Ça a créé beaucoup de bruit sur le phénomène, quoi. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, sur ces entrefaites, hein, sur ce que c'est que l'ordinateur quantique. L'idée de l'ordinateur quantique, c'est donc d'apporter, alors je vais vraiment parler des usages et pas rentrer trop dans la technique, parce que la technique est assez compliquée. Qu'est-ce que ça peut potentiellement apporter? Le premier apport, c'est résoudre certains problèmes complexes plus rapidement, voire même résoudre des problèmes qui sont aujourd'hui inaccessibles aux ordinateurs quantiques. Alors un exemple classique, c'est simuler le fonctionnement au niveau des électrons d'une molécule avec un grand nombre d'atomes. Ça, c'est inaccessible aux ordinateurs classiques aujourd'hui, et on espère qu'on pourra faire ça mieux avec un ordinateur quantique. Le deuxième avantage,
qui est attendu, je ne dis pas qu'il arrive aujourd'hui, mais qui est attendu, c'est d'améliorer la qualité des résultats du calcul. Donc typiquement, dans le cas d'une simulation chimique, c'est d'avoir une meilleure précision dans le calcul. Et dans le cas, par exemple, de résolution de problèmes de combinatoire, c'est d'obtenir ce qu'on appelle les meilleures heuristiques, c'est-à-dire des solutions meilleures que ce qu'on obtient aujourd'hui. Le troisième bénéfice qui est attendu, c'est de réduire la quantité de données d'entraînement, notamment pour l'apprentissage machine. Ce n'est pas encore prouvé de manière générique, mais il y a un espoir de ce côté-là. Et puis il y en a un quatrième dont je parlerai après, qui est éventuellement, notamment pour résoudre les problèmes en vert en haut à gauche, de le faire avec moins d'énergie. Donc c'est une attente de ce côté-là. Et alors soit c'est ce qu'on appelle un avantage énergétique avec les ordinateurs actuels, qu'on appelle les ordinateurs bruités, c'est ce qu'on appelle le NISC, ça veut dire Noisy Intermediate Scale Quantum, c'est ce qu'on a aujourd'hui, qui sont les ordinateurs un petit peu intermédiaires, prototypes, ou alors le cas de figure de ce qu'on appelle l'ordinateur à tolérance aux pannes, FTQC, Fault Tolerant Quantum Computing, qui sont des ordinateurs beaucoup plus puissants, qui n'existent pas encore, que les constructeurs sont en train d'essayer de construire, qui eux risquent de consommer plus, on verra tout à l'heure, et la question va se poser de savoir si leur consommation est raisonnable par rapport à ce qu'on veut en faire. Puis le dernier point qui est assez important, c'est qu'il faut que ça serve à quelque chose. Et le quelque chose, il dépend à qui on parle. Aujourd'hui, il y a déjà des utilisateurs d'ordinateurs quantiques qui en tirent quelque chose. C'est des chercheurs au niveau de la physique fondamentale et qui font de la recherche sur la physique, mais qui n'est pas directement liée à des usages de l'industrie. Donc typiquement, il y a des gens qui essaient de faire de la recherche sur des supraconducteurs originaux. Il y a des gens qui essayent d'analyser les données qui sortent de l'accélérateur de particules LHC du CERN à Genève, que j'ai visité en janvier dernier d'ailleurs, où je suis intervenu. Et il y a des astrophysiciens qui recherchent la matière noire et qui essayent d'analyser des données permettant potentiellement de détecter la matière noire, voire même de créer des capteurs quantiques pour ça. Donc ça, c'est vraiment de la recherche fondamentale. Il n'y a pas d'avantage industriel. Ça ne débouche pas sur l'industrie. Le deuxième, je dirais, gros bloc de cas d'usage, c'est ce que j'appelle la recherche appliquée, c'est-à-dire l'ordinateur quantique utilisé par des industriels qui font de la recherche appliquée pour, en gros, créer de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux. Donc une batterie plus efficace, tout le monde rêve d'une Tesla qui a 1000 km d'autonomie, tout ce qui relève de la biotech, donc aider... Tu voulais dire d'une voiture européenne qui a 1000 km d'autonomie? Ah bah pourquoi pas, si c'était européen et pas Tesla, ce serait encore mieux, je suis d'accord. Bon, en même temps, les constructeurs français et européens, ils vont pas très bien en ce moment. Il y a des gens qui rêvent de faire de la production d'engrais avec moins d'énergie, il y en a qui disent qu'on va inventer de nouveaux matériaux grâce à la simulation quantique. On peut même imaginer aussi des cas d'usage moins connus qui visent par exemple à améliorer l'efficacité du placement des transistors dans les semi-conducteurs, et il y a des algorithmes potentiellement quantiques qui pourraient permettre de faire ça mieux. Il y en a aussi qui imaginent modéliser le climat ou modéliser d'autres systèmes complexes. Voilà. Alors après, il y a un autre ensemble de cas d'usage, et c'est là où Ariane va nous expliquer ce qu'il en est côté SNCF, qui est plus incertain, parce que les algorithmes ne sont pas encore tout à fait au point pour faire ça, mais l'idée, c'est d'utiliser des algorithmes quantiques pour améliorer les opérations des entreprises. Donc typiquement, pour améliorer l'efficacité des livraisons et du transport et de la logistique, où il y a toujours des optimisations possibles, parce qu'on sait que les livreurs, ils passent par plein d'endroits différents, et potentiellement, pour optimiser les endroits par où ils passent, pour qu'ils consomment moins d'énergie, qu'ils livrent plus vite, ou qu'ils transforment plus de kilos dans le camion de manière efficace. Et donc, il y a tout un tas de métiers, les services financiers, par exemple, aussi en font partie, les télécoms, même le marketing, l'industrie, qui pourraient potentiellement bénéficier d'algorithmes quantiques pour améliorer leurs opérations. Mais ça, ce n'est pas prouvé encore. Hein. C'est un domaine de recherche relativement active, mais ce n'est pas encore prouvé. Okay. Alors, on est dans une situation qui est totalement paradoxale. Et je crois que j'avais déjà fait un slide comme ça dans la présentation que j'avais fait avec Fanny Bouton au Web Today, dans la conférence Le Quantique, c'est fantastique, en juin 2018. À l'époque, on avait quelques dizaines d'acteurs de l'ordinateur quantique, juste au niveau du matériel. Et aujourd'hui, on a près de 95 sociétés dans le monde qui cherchent à faire un ordinateur quantique scalable, comme on dit, c'est-à-dire qui est de grande taille, qui résout tous les problèmes que j'ai vus tout à l'heure. Et c'est un peu la foire d'empoigne. Et c'en est au point où ça devient totalement illisible pour le profane. Déjà, ce slide-là, il est imbitable pour la moitié des gens, mais c'est un slide qui montre qu'il y a plusieurs types d'objets quantiques qui permettent de créer des ordinateurs quantiques. On peut travailler avec des atomes, soit ionisés, soit pas ionisés, c'est ce qui est à gauche. On peut travailler avec des électrons, en gros, avec plein de variantes de manière de gérer des électrons au milieu. Et puis on peut travailler avec la lumière, avec des photons, qui servent à faire du calcul aussi. Mais sachant que dans chaque catégorie, où il y a, vous voyez, entre 3 et une vingtaine d'acteurs, il y a des sous-catégories, où il y a de très grosses différences entre les sous-catégories. Donc moi, j'en ai fait mon expertise, c'est comprendre qui fait quoi dans ce bazar, et comment ils se différencient.
Et donc, même si on prend, par exemple, les qubits dits supraconducteurs, où il y a IBM, qui est un acteur assez important dans le domaine, bah, il y a quand même une quinzaine à peu près d'acteurs qui sont là, et ils ont des variantes, chacun. Il y a notamment une boîte française qui s'appelle Alice Bob, qui est en bas avec le petit chat jaune et noir tout en bas, qui a une variante technologique qui permettrait potentiellement de faire mieux qu'IBM et Google et les grands acteurs de ce monde-là. Donc c'est un domaine où il y a une situation totalement paradoxale. Il y a des milliards d'argent, des milliards de dollars qui sont mis dans ces boîtes-là, et pas toutes, hein, il y en a quelques-unes qui récupèrent beaucoup d'argent et d'autres moins, mais avec un niveau de technologie, de maturité technologique qui est pas si élevé que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau de maturité que les LLM ou NVIDIA ou les processeurs dans le domaine de l'IA. C'est un niveau de maturité qui est beaucoup plus bas, mais comme le bénéfice attendu de ces ordinateurs est perçu comme étant très grand, bah, il y a beaucoup de monde qui se bouscule le portillon, et les États financent ça aussi, et donc il y a beaucoup d'activités. Et donc, il y a, en fait, en France, 6 entreprises, non, 5 ou si je me trompe toujours, il y a 6 entreprises françaises dans le domaine. Donc, il y en a une dans les ions, qui est tout en bas, qui s'appelle Crystal Quantum Computing. Il y en a une dans les atomes, qui s'appelle Pascal, qui est dans la région parisienne. Alice Bob, qui est aussi à Paris. Cobly, qui est le régional de cette affaire, qui est basé à Grenoble. C12, qui est basé à Paris, qui travaille sur des nanotubes de carbone. Donc, c'est très original comme technologie. Et puis, vous avez à droite Candela, qui est assez connu maintenant, qui travaille sur des photons. Donc, il y a 6 entreprises françaises dans les 95 mondiales. Voilà, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Bah, pour l'instant, on ne sait pas encore, parce qu'il faut attendre un petit peu. Évidemment, ils ont des différenciations technologiques. Et il faut savoir, par exemple, que Pascal et Alice Bob font partie des 15 plus grandes levées de fonds dans le monde, dans le calcul quantique. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Alors maintenant, je vais vous raconter un petit peu à quoi ressemble un ordinateur quantique, juste pour figurer un petit peu l'incarnation physique. Un ordinateur quantique, c'est en fait une expérience de physique qui est mise plus ou moins à froid. Alors là, c'est l'exemple des qubits supraconducteurs d'Alice Bob ou d'IBM. C'est mis dans un grand cylindre, il y a une pompe à vide, il y a plein de cylindres qui sont imbriqués les uns dans les autres. On travaille à une très basse température avec une puce qui est mise dans un grand package qui est en bas. Il y a plein de câbles qui alimentent le machin. Tout ça, c'est refroidi avec de l'hélium. Et on a une usine à gaz au sens propre et figuré qui refroidit le bazar. Et l'ensemble est contrôlé par de l'électronique, avec des baies, avec plein d'électronique qui envoient des signaux dans des câbles qui descendent dans le processeur, qui récupèrent le résultat dans l'autre sens. Et après, il y a des ordinateurs classiques, des serveurs Dell ou HP ou autres, tournant sous Linux en général, qui pilotent le machin pour récupérer le résultat de ce qui est fait dans la machine. Donc en gros, c'est une expérience de physique emballée dans de la cryogénie, qui est emballée avec de l'électronique, qui est emballée avec de l'informatique, qui pilote l'ensemble. Et la partie, Olivier, pour que tout le monde comprenne, la partie azote liquide, etc., c'est parce qu'il faut stabiliser des atomes pour vulgariser? C'est plus compliqué que ça dépend des... Alors d'abord, ça dépend des types de qubits. Mais en général, toutes les technologies quantiques ont besoin d'un refroidissement. Mais le refroidissement n'est pas forcément la même température. Au minimum, les photons, les autres, ils demandent 4 Kelvin. 4 Kelvin, c'est assez froid, hein. C'est à peu près la température de l'espace, hein. Et il se trouve que les qubits qui utilisent des électrons, notamment les qubits supraconducteurs comme ceux d'IBM, eux, ils nécessitent de descendre encore plus bas à 15 millikelvin. La raison, c'est que la physique de la supraconductivité et des qubits qui ont des capacités à avoir 2 états superposés, elles nécessitent d'être à cette température. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un bouquin de 1500 pages qui explique le truc en détail, mais il y a des raisons physiques qui sont multiples. Il n'y a pas une seule raison, il y en a plusieurs. Par exemple, les photons, ils disent souvent on travaille à température ambiante, c'est faux. Ils ont besoin de refroidir les sources de photons, à 3 Kelvin à peu près, et ils ont besoin de refroidir les détecteurs de photons, parce que pour détecter des photons uniques un par un, il faut être très froid. Sinon, on détecte le bruit, en fait, on détecte le bruit ambiant. Donc, on a besoin d'être froid dans tous les cas de figure. Par contre, les méthodes de refroidissement dépendent d'une machine à l'autre. Donc voilà, à peu près. Alors, il y a une grande question qu'on va peut-être évoquer tous ensemble, c'est quelle est la consommation d'énergie des machines? Alors, elle a déjà été posée dans le chat, Olivier. Ah bah voilà, c'était quoi la question? Est-ce consommateur en énergie un ordinateur quantique? Et ça allait plus loin en ressources physiques, minerais, etc., etc. Voilà, c'est une excellente question. La réponse, c'est que ça dépend. Je vais faire une réponse de Normand, pas de Breton, ni de la Loire. On ne sait pas parce que ça dépend énormément des technologies, à la fois qui sont en cours de gestation et celles qui vont gagner, entre guillemets, celles qui vont mieux marcher que d'autres. Et les ordinateurs quantiques actuels ne consomment pas beaucoup. La plus grosse consommation que je connais, c'est la plus grosse machine d'IBM, c'est de l'ordre de 150 kW en puissance secteur. L'ordinateur de Pascal,
qui gère des atomes, lui, c'est entre 3 et 4 kilowatts. C'est pas beaucoup, ils appellent ça 2 à 3 sèche-cheveux, quoi. C'est pas énorme. Mais ça, c'est les ordinateurs d'aujourd'hui. La Ouais. grande question qui se pose et qui est traitée dans ce graphe que vous avez sous les yeux, c'est qu'est-ce qu'il va en être des ordinateurs quantiques du futur qui vont réellement faire ce qu'on a dit tout à l'heure, faire de la chimie, inventer des batteries, etc. Pour faire ça, il faut des machines plus grandes, plus complexes, qui ont plus de qubits, comme on dit, et qui multiplient le besoin en ressources physiques. Et donc, il se trouve que j'ai fait ce schéma-là pour expliquer ce qu'il en est. En fait, quand je regarde la puissance qui est consommée par ces machines, basée sur les estimations qu'on a aujourd'hui, sachant que parfois, ce n'est pas toujours évident de les obtenir, eh bien, en fonction de la technologie qui est retenue par les acteurs, il y a un différentiel de 1 à 1 millier en consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les grands méchants à gauche, je ne vais pas dire leur nom, ils sont plutôt nord-américains, qui prévoient de consommer plus que le plus gros ordinateur du monde entier, qui est une machine américaine, qui est au département d'énergie, qui s'appelle Aurora, qui consomme 38 mégawatts en puissance de crête, quand tout marche en entier, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs. Et eux, ils prévoient que ça consommera entre 100 et 200 mégawatts. Donc là, on dit, ah, ça va peut-être pas le faire, quoi. Et de l'autre côté, dans mon graphe qui est à droite, avec des barres en vert pour les ordinateurs quantiques du futur, il y a des gens qui prévoient que leur machine consommera moins de 100 kilowatts pour faire la même chose. Et donc, on a un rapport de 100 kilowatts à 100 mégawatts, ce qui est vraiment un rapport de 1 à 1000. Ah, Et par contre, ça- on ne sait pas dire si celui de droite a plus de chances de marcher que celui de gauche, pour l'instant. et Olivier, ça me fait penser à ce qu'on pouvait nous promettre sur l'intelligence artificielle à un moment. Est-ce que tu penses qu'il y a 10 ans, alors en arrière, il y a 10 ans là pour le coup, on nous faisait la même chose, le même petit discours, genre ouais, on va faire beaucoup plus parce qu'on est dans la société du toujours plus. Et puis en fait, on va être super performant et on va faire toujours moins. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de construire des data centers bourrés de GPU et que globalement, sans affirmer des trucs de manière trop naïve, on n'est pas en train de faire le bien pour la planète, tu vois? Bah, c'est clair, c'est clair. Alors, il y a quand même une différence entre le monde de l'IA et notamment des LLM actuels avec ChatGPT et ses consorts, et ce qu'on fait ou ce qu'on fera dans le quantique. Le monde des LLM, il a créé une espèce de croissance mondiale en termes de consommation d'énergie, parce que c'est une technologie qui a deux caractéristiques communes qu'on n'a pas dans le quantique. C'est que d'un côté, ça consomme beaucoup d'énergie, parce que entraîner un système et l'utiliser, ça coûte cher, mais en même temps, il y a beaucoup d'utilisateurs. Il y a des centaines de millions d'utilisateurs qui exploitent ça tous les jours. Maintenant, on a mis Copilot dans tous les PC sous Windows, on a ChatGPT qui est partout, on a Gemini qui est dans Google, et donc tout le monde utilise ça tous les jours. Donc ça veut dire qu'on a des besoins en volume. Alors l'ordinateur quantique du futur, en fonction de ce chart qui est là, il consommera plus ou moins d'énergie, et ça dépend des machines, et on Ouais. ne sait pas encore dire lequel va marcher, mais ce ne sera probablement pas un ordinateur fait pour le grand public. Ce sera un ordinateur fait pour les gens qui font du calcul scientifique ou résoudre des problèmes pour les entreprises, mais ce sera en gros en back-end, comme on dit. Ça, c'est des choses qu'on ne verra pas. On ne va pas taper directement, ce n'est pas du temps réel, comme on le fait sur Ouais. les NVIDIA aujourd'hui dans le cloud. Donc, nous, dans la QI, on s'est posé la question de savoir comment faire en sorte pour que dès maintenant, il y ait une sorte d'incitation à concevoir des systèmes qui soient vertueux du point de vue énergétique, mais on ne perçoit pas le même risque qu'avec les IA, parce que ce ne sera pas des produits grand public. Mais néanmoins, chaque pourcentage de gain énergétique est bon à prendre. Et on cherche aussi, alors ça c'est la QI que j'ai cofondée, on cherche à promouvoir une certaine vertu, alors c'est pas un message politique, mais on cherche à montrer que les scientifiques et les industriels peuvent prendre en compte cette question de l'empreinte environnementale dans la conception des systèmes et pas découvrir au moment où on le déploie que ça pose un problème. Donc on pose Ouais. la question dès le Ok. début. Et c'est ça l'originalité de la démarche de cette QI, qui d'ailleurs travaille sur la standardisation. On a créé un groupe de travail à l'I3E, qui est un groupe de standardisation internationale sur les technologies du numérique, et on est en train de créer un standard sur comment on mesure cette consommation d'énergie. Voilà. Donc, un autre point que je voulais aborder avant de passer la parole à Ariane et pour la suite, c'est les ordinateurs quantiques, ils ont une situation un peu paradoxale, c'est qu'ils ne sont pas encore matures au point de permettre tout ce que j'ai dit au début, mais on peut déjà les utiliser. Et il y a déjà des tonnes d'ordinateurs quantiques qui sont disponibles dans le cloud, une centaine en gros à peu près, et ils sont disponibles au travers d'offres qui viennent soit de ce qu'on appelle les hyperscalers, donc comme Amazon et Microsoft, qui donnent accès à des machines qui ne sont souvent pas chez eux, d'ailleurs, elles ne sont pas dans les data centers, elles sont dans les startups elles-mêmes, mais avec Internet, on fait ce qu'on veut. Et donc, si vous allez chez Amazon et Microsoft, vous pouvez accéder à des machines comme celle de Pascal française. Chez Google, on accède à 1 qubit d'Alice Sandor pour faire des tests.
et des machines américaines ou finlandaises, comme c'est le cas avec IQM. Et en France, on a la chance d'avoir OVH Cloud, qui est un opérateur de cloud européen, évidemment plus petit qu'Amazon et Microsoft, mais qui ont déjà une machine Candela et qui donnent accès à, là, ils annoncent aujourd'hui, je crois, à la machine de Pascal pour faire du calcul avec la machine de Pascal, et ils donnent accès à ce qu'on appelle des émulateurs, c'est tout ce qui est en gris dans mon schéma, qui sont des logiciels classiques qui permettent d'exécuter du code quantique, mais sur des machines classiques. Donc ça permet d'apprendre à programmer à petite échelle. Donc voilà. Donc, autre point, j'ai presque terminé, il y a déjà beaucoup d'utilisateurs, des entreprises utilisatrices. Là, c'est un slide européen, volontairement. Aujourd'hui, j'étais dans une journée franco-allemande, donc vous verrez qu'il y a beaucoup de Français et d'Allemands dans mon slide, qui étudient la question, c'est-à-dire qui ont des équipes, qui étudient l'intérêt de regarder des algorithmes quantiques et qui n'ont pas forcément déployé, parce que c'est peut-être un peu trop tôt pour déployer, mais qui étudient la question. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a déjà des gens qui font ça, quoi. En France, on a 65 entreprises à peu près dans le secteur. Une partie dans le hardware, c'est les 6 que j'évoquais tout à l'heure. Il y en a à peu près autant qui sont dans le logiciel. Et puis on en a qui sont dans les autres technos, la cybersécurité, les capteurs. Et il y en a qui travaillent dans ce qu'on appelle les technologies habilitantes, qui sont les technologies qui permettent de faire tout ça. Donc la cryogénie, l'électronique, la photonique, les outils de fabrication, les matériaux spéciaux. On a tout un écosystème, une supply chain, comme on dit, en France et en Europe, qui supporte tout ça. Voilà, alors la pub, c'était mon bouquin. Vous avez mon bouquin qui est dispo celui de l'année dernière. Et la semaine prochaine, 8e édition, encore meilleur, mais c'est en anglais. Et pour les gens qui n'ont pas le temps, pour les Francky et les autres, là, il y a une version courte qui faisait 26 pages et qui fera 36 pages dans la nouvelle version. Et voilà. Et puis avec Fanny, qui était avec moi donc, à Nantes il y a 7 ans, on fait des podcasts sur l'actualité quantique et on interviewe aussi des spécialistes. Maintenant, on le fait à l'international avec des Américains, des Européens. Et donc moi, je suis à temps plein sur le quantique depuis 4-5 ans et j'ai démarré il y a 7 ans, quoi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je C'est suis prêt à top, répondre merci. à toutes les questions qui vont venir au fur et à mesure. Et puis on va laisser Ariane expliquer ce qu'elle fait, elle, comme utilisatrice, quoi, en fait. Ouais, exactement. Bah, peut-être le temps de basculer sur le support d'Ariane. Olivier, effectivement, il y a Jade qui pose la question suivante. En gros, il y a 30 ans, on ne pensait pas du tout au potentiel d'usage grand public de l'IA. Ce n'était pas un sujet, c'était, comme on dit pour certains, là, les TRL très faibles, hein, l'IA. Il y a 50 ans, j'entends. Et aujourd'hui, c'est grand public, on va dire. Est-ce qu'on ne se trompe pas en se disant que le quantique, ça ne va pas s'adresser justement au grand public une fois qu'on aura résolu tous les problèmes, certes nombreux, mais tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, des verrous à soulever. Est-ce que le quantique sera grand public? Bah, c'est une question qui mérite d'être posée, mais moi, ma réponse est un peu tranchée. Je pense que ce ne sera pas le cas. Et je pense que ce ne sera pas le cas pour différentes raisons qui sont, un, algorithmiques, deux, sur le fait que l'ordinateur quantique, quand il est en régime d'avantage quantique, c'est-à-dire quand il fait mieux qu'un ordinateur classique, il est relativement lent. C'est une machine qui est assez embarrassante. On ne peut pas faire du multitâche sur un ordinateur quantique. Donc on est vraiment dans des paradigmes de calcul très différents du calcul classique. Et les cas d'usage ne sont pas du tout les mêmes. Tous les cas d'usage que j'ai montrés tout à l'heure, c'était pas on répond à une question d'une personne. C'était des cas d'usage où on optimise un système complexe. Donc, par exemple, quand tu optimises la distribution d'énergie pour un opérateur d'énergie, tu tiens compte, par exemple, de l'intermittence des énergies renouvelables. Ce n'est pas pour chaque personne, tu le fais globalement. Quand tu optimises un portefeuille financier, ça peut être éventuellement fait pour un portefeuille d'une personne, mais en général, c'est des portefeuilles collectifs, c'est un produit financier d'une banque. Donc, la logique technique et économique du calcul quantique, pour moi, me semble être plutôt collective qu'un truc pour chaque personne individuellement. Et il faut bien voir qu'un ordinateur quantique qui sera meilleur qu'un ordinateur classique, il sera quand même significatif en termes de taille, de poids, de coût, et il n'est pas forcément adapté à quelque chose qui va servir au grand public. Et de toute façon, il y a toujours un ordinateur classique qui est devant, hein, donc, ouais, de toute manière. mais tu sais, le meilleur exemple, c'est de faire la comparaison entre un LLM et la météo. Le LLM, il répond à chacun individuellement. Tu poses une question, il répond. Google Search, c'est pareil. La météo, chez Météo France, c'est des calculs faits une fois pour toutes pour tout le monde, et tout le monde regarde la même météo. Donc le quantique est plutôt du côté de la météo, même si l'application météo du quantique, c'est pas forcément évident, mais il est plutôt de ce côté-là, au sens on fait le calcul une fois pour toutes pour plein de gens, et après chacun accède au résultat avec une application qui donne le résultat, alors que le LLM, c'est chacun a un résultat individualisé. Et je pense pas que le quantique, ça sera adapté à ça, en tout cas avant très longtemps.
C'est très clair. En tout cas, moi, j'ai compris. Donc, je sais pas si, mais merci. Écoute, on va donner la parole effectivement à Ariane qui fait aussi du quantique son quotidien. Peut-être envoyer le support et Je puis peux le partager, écoute, Arnaud, si tu veux. Super. ouais, Excuse-moi. parfait. Bah, l'idée étant de se dire, bah, voilà, au niveau du groupe SNCF, ça veut dire que la SNCF investit, entre guillemets, du temps, de l'argent, des moyens sur ce sujet quantique, puisque tu y travailles au quotidien. Et du coup, pourquoi faire? Avec quel objectif? Avec quels espoirs? Et puis, à quelle date? Je te pose pas la question, mais quand même. Je te laisse la main, Ariane. Yes, bah merci France. Oui, donc oui, en effet, je suis ici pour parler des activités de la SNCF vis-à-vis du calcul quantique. Je me représente rapidement, je suis Ariane François, donc je suis ingénieur de recherche à la direction de la recherche de la SNCF. Moi, j'ai des missions à la base qui portent plus sur des sujets d'optimisation mathématique, mais qui en fait sont des cas d'application du calcul quantique. Donc c'est pour ça que je suis une des personnes chargées de la veille. Je veux bien que tu passes à la suite, Arnaud, s'il te plaît. Yes, merci. Donc oui, à la SNCF, on a justement pas mal de problématiques. Comme disait Olivier, en fait, l'enjeu ici, c'est pas forcément d'avoir des LLM pour vous répondre sur un sujet, c'est plus de comment est-ce que nous, on organise notre système pour desservir tout le monde et faire les transports sur tout le territoire. Donc il y a des sujets sur tout un tas de choses qui pourraient être touchées par le calcul quantique. Olivier, il a expliqué que les ordinateurs, ils ont plein de technologies différentes qu'on peut utiliser ensuite sur pas mal de sujets. Donc, il y a notamment l'optimisation, sur lesquels moi je travaille. Alors, quand on parle d'optimisation, ça veut dire par exemple concevoir un plan de transport, planifier les opérations de maintenance qu'on va faire ou comment est-ce qu'on fait bouger les wagons de fret sur des gares de triage, comment on place les agents, comment on place les passagers dans des trains. On a aussi des sujets de machine learning ou du coup d'intelligence artificielle, par exemple de prédire l'occupation qu'il va y avoir dans les rames. Et il y a aussi des sujets en mécanique, donc par exemple de regarder l'interaction entre la roue et le rail, des sujets de dynamique du coup pour le mouvement des trains, tout ce genre de choses. Et en fait, tout ça, c'est des sujets où on estime qu'il pourrait y avoir de l'intérêt à passer sur des calculs quantiques. Alors le fait est que aujourd'hui, on est encore dans une phase très amont. On a encore du mal à se projeter exactement sur quels sont les sujets qui vont être le plus touchés par le calcul quantique, parce que, enfin, typiquement l'optimisation et la simulation physique, c'est pas du tout les mêmes technologies et les mêmes mathématiques qui sont derrière. Je veux Et bien que tu passes à Ariane, la... juste Ouais. peut-être pour interagir là, moi je me dis, mais tous les jours la SNCF fait de l'optimisation et de la conception de plans de transport, de la Hmm. prédiction d'occupation de rames, etc. Donc j'ai envie de dire, vous le faites déjà et quand les algos y tournent, ils mettent pas des jours à tourner. Donc c'est quoi le vrai problème? Pourquoi il y a un problème? Ouais. Ouais, exactement, merci, c'est une bonne question. Le fait est en effet que tous ces problèmes-là, on les traite déjà en fait, hein. On n'est pas en pleine rade, enfin, à essayer de Bah trouver oui. comment faire. On a déjà des solutions. Après, en fait, tous ces sujets-là que j'aborde, c'est des sujets qui sont très complexes, qui sont très difficiles à résoudre. Et parfois, en fait, ça demande aussi enfin, ça pose aussi des questions organisationnelles. Donc, par exemple, si j'ai une perturbation dans mon trafic, au hasard, un problème qui n'arrive pas très souvent, Jamais. non, jamais, jamais. Bah, il faut réagir en circulation perturbée et voir comment est-ce qu'on réadapte le plan de transport Ok. pour continuer à satisfaire la demande, pas laisser les gens sur les quais et, enfin, bah, du coup faire en sorte que tout fonctionne. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on doit prendre des décisions, c'est de l'ordre de la seconde ou de la minute. Donc on a besoin de systèmes qui vont réagir très très vite. Et le fait Ok. est que certains de ces algorithmes-là, ils sont très complexes et des fois, c'est pas évident de trouver des méthodes de résolution qui sont rapides. Ou comme le disait Olivier, l'autre sujet, là, on a du coup des problèmes sur certains sujets où on a du mal à répondre, où il faut répondre très vite. Et l'autre sujet, c'est on a des problèmes très complexes qui sont pas encore accessibles. D'ailleurs, je veux bien que tu passes à la slide suivante, Arnaud, ça en parle.
On a donc là, si on prend par exemple, alors ces différents cas d'usage sur lesquels je parlais, donc déjà il y a le temps réel là que j'ai déjà un peu abordé, mais il y a par exemple sur le cas du plan de la conception de plan de transport pour le fret, ce qui se passe en fait, c'est que quand on a du coup des clients pour faire du transport de marchandises, donc on a plein de clients à différents endroits de la France qui veulent qu'on envoie des wagons à d'autres endroits de la France. C'est un énorme sujet de comment est-ce qu'on s'arrange en fait pour créer des trains qui vont transporter nos marchandises avec les contraintes matérielles qu'on a, les contraintes aussi de transport enfin, de passage sur le réseau, mais aussi les contraintes de ressources humaines avec les agents de conduite qui vont conduire ces trains. Et donc là, à l'heure actuelle, ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on va résoudre ça en plusieurs temps. D'abord, on décide quand est-ce qu'on envoie les marchandises et à quel moment. Ensuite, on choisit qu'est-ce qu'on met comme locomotive dessus et comment on fait tourner comment on organise ce qu'on appelle des roulements de locomotive pour faire en sorte, du coup, de tracter tous les trains. Et derrière, on place des agents dessus sur les locomotives pour les conduire. Mais en fait, on résout le problème en 3 temps. Et ça fait qu'on n'est pas forcément optimal dans notre approche parce qu'on fixe d'abord l'endroit où on passe, puis on fixe ensuite les engins qu'on utilise, puis on fixe les agents. Et une des promesses du quantique, enfin, un des trucs qu'on espérerait par exemple traiter, c'est plutôt que d'avoir ces 3 problèmes qu'on vient faire séquentiellement, qu'on les rassemble en un seul problème et qu'on résolve ça d'un seul coup. Ok. Mais ça, c'est des problèmes qui sont très très difficiles à résoudre. Et typiquement aujourd'hui, sur les instances qu'on a, on n'est pas capable de traiter les trois d'un coup. C'est pour ça qu'on le fait séquentiellement. Donc voilà, en fait, on a des promesses à différents endroits dans la compagnie. Alors ça peut être, comme je disais, donc voilà, temps réel, aussi de la conception, donc des choses plus amont. On a aussi des sujets en crypto. Olivier en parlait un peu tout à l'heure, notamment ouais, sur des questions d'encryption ou de décryption qui pourraient être changées par le quantique. Mais alors, ça, c'est tout un sujet en soi. Et bon, voilà, c'est des sujets aussi en mécanique, en maintenance, qui pourraient nous intéresser, pareil, pour simuler le fonctionnement de nos systèmes. Et Ah, je voulais. aujourd'hui, Ouais. Ariane, quand tu ou avec tes équipes, etc., ou quand Mm. tu, par exemple, utilises des ressources quantiques pour faire tourner des algos, etc., et faire des tests, hein, enfin faire ton métier de recherche, hein, pour moi, un métier de recherche, c'est tester plein de Mhm. cas, il y a des choses qui vont aboutir, d'autres pas, qui vont te faire avancer, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des débuts de quelque chose qui fonctionne pas en prod, au sens, c'est la DSI qui pilote le truc, hein, sans blaguer, mais Mhm. du coup, est-ce qu'il y a des débuts de quelque chose qui marche ou peut-être par exemple sur la conception du plan de transport, le fait d'avoir cette mécanique de superposition avec les qubits, etc., est-ce que ça commence à fonctionner même à petite échelle dans ce que tu testes? Ouais, bah, on peut passer à la slide suivante, justement, je vais peut-être un peu en Ah, j'ai parler. pas fait exprès, hein, mais si Non, non, mais c'est bien, ça enchaîne, c'est ça. parfait. Tu vois, ça montre que la présentation fait sens. Voilà. Donc, ouais, nous, comme tu dis, on a fait quelques tests sur certains sujets bien particuliers. En fait, ouais, le problème actuel des ordinateurs quantiques, c'est qu'ils sont pas très très puissants. On est capable, enfin, typiquement, je sais pas, si on veut construire un plan de transport, on serait pas capable de créer des plans de transport avec plus qu'une poignée de trains, peut-être 5, et avec des contraintes très très limitantes, mais qui représentent pas du tout la réalité à l'heure actuelle. Donc, on est quand même capable de voir des choses, qu'en fait, il y a déjà des algorithmes qui sont en place, comme l'expliquait Olivier. Les infrastructures seront là, donc on est capable de faire des petits tests, mais on n'a rien qui est aujourd'hui attrapable ou actionnable industriellement. Là, quand je dis que par exemple on peut créer un plan de transport pour 5 trains, bon bah nous on s'en fiche un peu en fait. On est capable, on a déjà en fait comme je disais, des méthodes de résolution classiques qui font bien le travail et qui nous donnent des bons résultats. En fait là on est plus dans une phase d'expérimentation où on teste un peu, on met le pied dans l'eau et on voit si elle est tiède ou pas. Mais du coup, justement sur ça, donc on mène une veille à la SNCF depuis, moi je dirais 2021. Alors notamment, on a une thèse CIFRE, donc une thèse industrielle qui a été menée chez nous, donc dans la DTIPG qui est ma direction, donc en gros la direction de l'innovation. On a aussi encadré quelques stages. On a, comme je disais, travaillé sur quelques cas d'études, notamment dans le cadre de ces thèses, de ces stages, pour voir un peu ce qu'on peut faire et justement où se situent les limites algorithmiques et hardware vis-à-vis des sujets. À côté de ça, on participe aussi à une sorte de consortium qui s'appelle le Hub Quantique, qui est piloté par le CEA. L'idée, c'est de partager entre nous ce qu'on fait, du coup, différents papiers aussi qui sortent, l'actualité scientifique, les innovations qu'on voit, où est-ce que sont nos priorités. On a aussi des contacts avec les constructeurs, mais ça, c'est forcément enfin, en lien avec le fait qu'on a fait nos propres tests, et donc on veut aussi voir de leur côté comment ils voient les choses, et des fois qu'on a envie de lancer des expérimentations avec eux.
On essaie de faire quelques communications, comme là on peut le faire au sein de conférences aussi, ce genre de choses. Et une mission qui est assez importante pour nous, parce que tout à l'heure Olivier parlait de la FOMO, de toutes les entreprises en fait à l'heure actuelle. Tout le monde, enfin c'est aussi pour ça que vous êtes là, hein, je pense, mais il y a une sorte de buzz autour de ce concept de quantique. Tout le monde se demande ce que c'est. Il y a des articles tout le temps qui sortent. Tout le monde dit, moi, j'ai réussi à faire un super truc avec ça. Nous, on le voit même dans le monde du ferroviaire que d'autres entreprises, par exemple italiennes ou allemandes, nous disent, nous, on a réussi à faire ce truc-là, cette optimisation-là. Voilà. Et du coup, notre problème, c'est aussi de délier ce qui est de l'effet d'annonce et ce qui est la réalité. Parce que, en effet, il y a une sorte d'effet d'entraînement de tout le monde qui se hype, mais la réalité n'est pas toujours à la hauteur de l'annonce. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant et pas prometteur. Mais donc, on a aussi une sorte de monitoring en interne. On essaye d'accompagner, de conseiller d'autres entités qui aimeraient bien se lancer sur ces sujets-là ou qui se sont vus promettre certaines choses pour justement éviter des déconvenus quand on a investi de l'argent et qu'on espère justement que ce soit actionnable industriellement. Voilà. Merci Ariane. Bon, super intéressant. Après, effectivement, là, on peut se dire que c'est un sujet qui fait quand même l'objet d'un buzz, là. Tout à l'heure, tu parlais de buzz latent, là. Alors, c'est quand même un peu bizarre. Un buzz, le buzz, c'est quand même bien live et très puissant. Et puis latent. Latent, c'est le truc qui traîne un peu. Donc c'est assez étonnant et ça c'est un sujet probablement à suivre en profondeur parce que moi j'ai envie de vous poser la question, ok, franchement super, c'était clair ce que vous nous avez raconté, mais aujourd'hui concrètement, je fais exprès, moi je suis une PME industrielle de la région nantaise. Je fabrique des pièces en métal pour des clients aussi Indus, par exemple, d'accord? Et je me dis, bah, moi, j'ai envie d'optimiser ma logistique, ma planif opérationnelle ou un truc comme ça, ok? Je me dis ça, très bien. Aujourd'hui, soit on me dit, on peut le résoudre avec des technologies classiques, et ce qui m'intéresse, c'est tu me livres quand et ça me coûte tant. Ou bien, désolé d'être hyper pragmatique, hein, ou bien on me dit, bah, on peut vous le faire en quantique, alors ça va me coûter moins cher, plus cher, et quand est-ce que vous pouvez me livrer? Ou bien tout ça, de toute manière, il n'y a rien qui marche aujourd'hui, il n'y a rien de rien. Alors en fait, pourquoi on fait cette conf aujourd'hui là? Pour parler d'un truc qui ne marche pas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, en fait, je vous pose la question, je suis un peu fâché, je fais exprès le bad cop là, je suis une PME industrielle, qu'est-ce que je fais de ce sujet-là? Il y a des trucs qui marchent ou pas là? J'ai pas trop le temps de réfléchir. Ouais, bah, je vais peut-être prendre la main et je te laisserai compléter Olivier parce que je pense que tu as une vision assez large aussi. Mais moi, de mon impression, en tout cas d'industriel, en tant que enfin, pour une PME, c'est pas intéressant aujourd'hui. Mais alors, je vais préciser, ça fait la réponse courte. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, on a des ordi très petits. Donc, souvent, c'est pas exact, mais ça donne un bon ordre d'idée. Les capacités entre ordinateurs classiques et ordinateurs quantiques. Les ordinateurs classiques, ils marchent avec des bits, donc ils sont à 0 ou à 1. Sur les ordinateurs classiques, on a des RAM qui sont de l'ordre du gigabit. On a des capacités énormes. Euh, Aujourd'hui, sur des ordinateurs quantiques, on travaille en qubits, donc c'est des quantique bits. En fait, l'idée, c'est que les bits vont pouvoir avoir à la fois les valeurs 0 ou 1 avec des différentes probabilités. Et sur les ordinateurs de pointe, les meilleurs, si on écarte peut-être un ou deux ordinateurs, on arrive à monter au max, je dirais, à quelques centaines de qubits versus des gigabits sur des ordi classiques. Donc ça fait qu'on n'est pas capable de traiter des problèmes de grande taille. Si on s'intéresse par exemple à des problèmes, comme tu disais, de conception, un truc industriel, ça va être très difficile en fait de faire des modélisations qui sont intéressantes, qui sont riches, qui vont rendre compte de la réalité. Le fait est qu'en fait, par contre, cette technologie, elle est ultra prometteuse. On sent bien qu'il y a quelque chose qui pourrait renverser la vapeur d'ici, je sais pas, moi je dirais, enfin, d'ici quelques années, d'ici peut-être, ou 10 ans, 20 ans. Je laisserai Olivier préciser parce que je pense qu'il est plus au fait des choses que moi. Mais aujourd'hui, on fait très très bien avec des méthodes classiques. Le quantique, c'est une promesse, mais industriellement, pour moi, ça fait pas sens aujourd'hui. C'est bien si on a de l'argent pour essayer de se familiariser un peu, parce qu'une fois que le train va partir, même si l'arrivée va être graduelle, c'est bien d'arriver à monter dedans assez vite.
Mais je pense que s'il y a des ressources financières limitées, c'est peut-être pas forcément à cet endroit-là qu'il faut le mettre au niveau du quantique. Il y a déjà des trucs classiques qui marchent très bien. Ok. Et avant que tu complètes, Olivier, bah, ton exemple de tout à l'heure était top, Olivier, sur la Météo France. Je veux dire, c'est hyper limpide comme exemple. Bah, du coup, Météo France, là, quand il fait one shot son calcul, je simplifie, pour des millions de gens qui vont regarder la même page après, donc des millions de fois un résultat. Est-ce que Météo France aujourd'hui, à ta connaissance, hein, c'est pas une colle, utilise justement du quantique pour traiter peut-être ces volumes de données de dingue avec des calculs, de la prédiction, enfin tout ce qui va bien, ça semble être super adapté à ce que peut apporter le quantique, quoi. Alors, pas tout à fait. Il se trouve que le Ah, j'ai fait calcul exprès. quantique, ben non, mais tu as raison. Et le calcul quantique, il a une caractéristique, c'est qu'il n'est pas adapté à la big data. La raison, c'est qu'en fait, il est relativement lent pour ingérer des données. Parce que pour ingérer des données, il faut programmer des qubits, faire des portes quantiques sur des qubits, et ces portes ne sont pas très rapides par rapport à ce qu'on a sur une porte logique d'un ordinateur standard. Par ailleurs, quand on récupère les données au niveau du résultat, on a un paradoxe, c'est qu'on manipule un espace de calcul qui est très grand, pour les mathématiciens, c'est 2 puissance le nombre de qubits, donc ça fait beaucoup, beaucoup de données quand on fait le calcul, mais quand on lit les résultats, on n'obtient plus que des bits classiques. Donc supposons qu'on ait 2000 qubits de qualité, on a un espace de calcul qui fait 2 puissance 2000, qui est un nombre incommensurable, monstrueusement élevé, mais quand on mesure les résultats, on n'obtient plus que 2000 bits. Et 2000 bits, c'est pas beaucoup d'infos, c'est même pas une image, quoi, c'est rien 2000 Mm, bits. mm. Donc, c'est pas adapté à la big data en entrée et à la big data en sortie. C'est adapté à la résolution de problèmes très compliqués où il y a relativement peu de données en entrée, relativement peu de données en sortie, mais une grande combinatoire au milieu. Donc, c'est pour ça que la chimie quantique et la science des matériaux est très intéressante pour le calcul quantique. Certains problèmes d'optimisation où il y a beaucoup de combinatoires, mais pas forcément beaucoup de variables, pourraient être appropriés. Et c'est comme ça qu'on voit un petit peu les choses aujourd'hui. Alors, maintenant, si je prends le climat et la météo, la météo, ça nécessite beaucoup de données, avec tous les capteurs qui existent, les images satellites, c'est des tombereaux de données. Et les modèles mathématiques qui sont derrière, qui s'appuient sur l'algèbre linéaire, nécessitent des milliards et des milliards de données. Pour moi, ça, c'est pas adapté au calcul quantique. Par contre, les gens qui modélisent le climat, eux, ils travaillent sur des données où il y a beaucoup de facteurs, mais pas forcément des données avec une granularité au kilomètre près, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne font pas de la prévision météo à Paris, dans tel arrondissement, à telle heure, tel jour. Ils regardent les évolutions du climat macroscopique. Et quand on fait ça, on utilise moins de données, mais la combinatoire des données est plus complexe. Et là, le calcul quantique est potentiellement adapté. Donc moi, quand je vois des études de cas qui sont publiées par des académiques, des chercheurs, j'en vois dans le domaine de la prévision climatique, mais pas dans la météo. Tu vois la différence? Ouais, C'est très le bien. côté macro, micro. Micro, c'est la météo, c'est telle heure, tel endroit, etc., avec plein de données. Macro, c'est les grandes évolutions dans leur ensemble, au niveau du climat, au niveau de la planète, quoi. Ouais. Donc, ça positionne un peu la différence. Et t'en connais des exemples, sinon, même à petite échelle, de choses qui marchent avec tous les petits guillemets qui vont bien? Alors, il y a relativement peu de vraies études de cas documentées, de choses déployées dans l'industrie. Il y en a quelques-unes, mais sujettes à caution, qui viennent d'une boîte canadienne qui s'appelle D-Wave, que je citais tout à l'heure. Ouais. Ils prétendent qu'ils ont déployé ça dans une société qui fait du commerce de détail au Canada, dans un État qui doit être le Saskatchewan. Enfin, c'est pas un État connu, c'est celui du milieu. C'est peut-être dans l'Alberta, au nord de Calgary. Et donc, Ok. ils ont un machin déployé à un endroit où tu ne peux pas vérifier que ce qu'ils racontent est vrai, quoi. Donc, c'est jamais dit. C'est pas pareil au Japon. Donc, il n'y a pas d'études de cas généralisées parce que de toute façon, on n'a même pas de preuve générique que leur machine est plus rapide que les machines classiques. Donc, pour l'instant, on en est à de la communication d'une entreprise qui explique ce qu'elle fait. En fait, la réalité des machines les plus puissantes qu'on a aujourd'hui, je pense à D-Wave, IBM ou Pascal en France, par exemple, pour prendre des exemples, ils arrivent déjà à faire des choses qui sont utiles, mais qui ne sont pas utiles pour l'industrie. Elles sont utiles pour la gauche de mon schéma de tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est utile pour simuler la physique pour les physiciens. Ok. Donc, par exemple, je vais donner des exemples. Il y a des gens qui font de la simulation de modèles de Schwinger. Alors, tu vas dire, Schwinger, c'est qui? Le modèle de Schwinger, c'est les modèles qui permettent de simuler la physique des particules à haute énergie, au CERN. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais tu n'as pas d'usage industriel. C'est la physique des particules, c'est le boson de Higgs, des machins comme ça. Donc, ce n'est pas du tout lié aux besoins de l'industrie. Et la raison pour laquelle ils arrivent à faire ça aujourd'hui, c'est que l'ordinateur quantique qui manipule les objets quantiques, bah, il est assez adapté à simuler d'autres objets quantiques. Et donc le lien entre les deux
il est court, quoi. C'est-à-dire que c'est comme un circuit, c'est un circuit court. Tu pars de la physique quantique, tu arrives à la physique quantique. Alors que quand tu prends un problème de la SNCF ou un problème de EDF, bah, ce problème, ce n'est pas un problème de physique quantique. Il faut le traduire dans ce que l'ordinateur quantique peut gérer. Et cette traduction, elle a un coût. Et c'est pour ça que c'est plus difficile à faire. Alors, je schématise, évidemment, parce que la théorie algorithmique est beaucoup plus complexe que ce que je raconte. Mais en gros, on arrive à faire des choses en physique quantique, mais pour les problèmes de l'industrie, c'est plus difficile. Et la chimie est entre les deux. C'est-à-dire que la chimie, elle relève de la physique quantique, mais elle a besoin de modèles de calcul plus compliqués que ce qu'on fait avec les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui. Donc il faut attendre encore un petit peu pour arriver à faire des choses très intéressantes dans l'industrie. Ok, c'est clair. Je regarde quand même s'il y a des petites questions. Alors, je vois, j'en vois une où on revient un petit peu sur le côté numérique responsable. Donc, c'est Sylvain là qui dit, bon, est-ce numérique responsable au sens large, mais tant au niveau humain qu'au niveau protection des données. Donc là, on arrive un petit peu sur les questions plus larges. Et puis c'est aussi, et ça c'est une question que je voulais vous poser, on va peut-être commencer par ça pour être un peu structuré, c'est est-ce que c'est accessible? La question de l'accessibilité au calcul quantique. C'est-à-dire que à un moment, est-ce que c'est simple comme sur une plateforme OVH de se dire tiens, je m'alloue des ressources, en 4 clics, j'ai accès, j'ai 3 VM, etc. etc. Et du coup, est-ce qu'il y a des ordres de grandeur de coûts? Est-ce qu'aujourd'hui c'est exorbitant? Est-ce que c'est accessible? Enfin voilà, est-ce que on peut avoir une accessibilité au calcul quantique assez simple et puis vers qui on peut s'adresser pour le coup? Alors ça dépend de ce à quoi tu veux accéder. Selon que tu vas accéder à ce qu'on appelle un émulateur, qui est un logiciel classique qui émule ton code quantique, ou tu veux accéder à une vraie machine. Alors, je vais commencer par le plus dur et je vais aller au plus simple. Les ordinateurs quantiques aujourd'hui, je te disais, il n'y en a peut-être pas une centaine, mais il y en a quelques dizaines dans le monde qui sont disponibles dans le cloud. Certains offrent un accès gratuit à certaines machines. Au IBM, il y a encore quelques machines qui sont gratuites d'accès, puis après tu payes. Et chez Amazon et chez Microsoft et d'autres, tu payes à l'heure, en gros, quoi. Et le coût à l'heure est plus élevé que le coût à l'heure sur du Nvidia ou du cloud classique, quoi. Les coûts à l'heure que je connais, ils sont de l'ordre de 2000 à 4000 euros de l'heure, ce qui est assez élevé. Mais tu as rarement du code qui dure 4 heures. Les codes, ils durent une demi-seconde, une seconde, donc en fait, tu payes à la seconde, en fait, en pratique. Donc, c'est accessible. Mais c'est accessible pour faire des tests à une échelle aujourd'hui qui n'est pas encore l'échelle industrielle. Ce n'est pas pour résoudre des problèmes réellement applicables à l'industrie. Donc, c'est pour faire des tests de recherche appliquée. Maintenant, pour ce qui est de l'émulateur, les émulateurs, c'est des logiciels. Il y en a une bonne partie qui sont en open source et qui fonctionnent sur des machines normales. Donc, par exemple, je vais vous montrer un ordinateur quantique qui a 16 qubits, sans erreur. C'est mon téléphone. Mon smartphone, il supporte 16 qubits gratuitement, avec une application JavaScript qui s'appelle Quark, que je peux télécharger. Et donc, je n'ai pas besoin de payer qui que ce soit. Je peux tester 16 qubits. Et 16 qubits, c'est déjà pas mal pour apprendre à programmer. Alors, si je veux tester 50 qubits ou 40 qubits en émulation, ça coûte beaucoup plus cher, parce qu'au-delà de 40 qubits, ça nécessite de très grosses machines. Mais dans le cloud, on peut tester entre 30 et 40 qubits en payant de l'accès à des serveurs, un peu comme du NVIDIA, quoi. C'est souvent sur du NVIDIA, d'ailleurs. Donc, Et tout dépend de ce que d'ailleurs, je tu veux faire. t'arrête là-dessus parce Apprendre, que tester. Apprendre ou tester, quoi. ouais, juste une petite interruption parce que alors là, bon, il y a un truc qui m'échappe encore, c'est que, ok, on peut utiliser alors émulateur, simulateur dans le vocabulaire, donc de l'algorithme quantique quelque part qui va Oui, oui, oui. s'exécuter dans une simulation d'ordinateur quantique. Très bien. Pourquoi on ne se contenterait pas de ça et pourquoi on s'embête à fabriquer des ordinateurs quantiques physiques? C'est un peu C'est une idiot très comme bonne question. question. C'est une très bonne question. D'ailleurs, elle est liée à la question de Jérémy, là, que je vois, sur les ordres de grandeur. Là, c'est lié au fait que plus tu augmentes le nombre de qubits, plus ça coûte cher à émuler, et plus la puissance est grande avec l'ordinateur quantique. Parce que quand tu as un grand nombre de qubits, tu as un espace de calcul qui est plus grand. Potentiellement, tu peux créer des algorithmes qui vont aller plus vite et résoudre des problèmes plus complexes. Et donc, à partir de, en gros, une cinquantaine de qubits, tu dépasses les capacités d'un ordinateur classique, en théorie. Donc, on fait de l'émulation jusqu'à une quarantaine de qubits avec des machines de taille raisonnable, et au-delà, il faut l'ordinateur quantique. Le problème de fond, dont je n'ai pas du tout parlé parce que je n'ai pas le temps, c'est que au-delà de 50 qubits, les qubits ont des défauts, on appelle ça le bruit, ils génèrent des erreurs, et ce bruit, il faut le corriger. Et le corriger, ça coûte les yeux de la tête.
ça nécessite d'avoir beaucoup de redondance. C'est-à-dire de multiplier par 2 ordres de grandeur à peu près le nombre de qubits, ce qui fait que pour avoir 100 qubits qui marchent, en fait, il en faut entre, selon les technologies, 2000 à 1 million, quoi. Ça dépend quelle technologie est retenue. Donc on multiplie les ressources physiques pour le faire. Donc il y a bien il y a un double point, c'est que la puissance vient en comparaison avec l'ordinateur classique au-delà de 50 qubits, mais au-delà de 50 qubits, on a un problème qui est de gérer le bruit et de la correction d'erreurs. Et donc ça coûte un certain prix. Alors Ouais, maintenant, il y a la question de Jérémy, je voudrais vraiment y répondre. Il dit, ouais, est-ce au que les ordres de contraire. grandeur sont comparables? Parce qu'il dit, il avait compris qu'on double les capacités en doublant les ressources sur un ordinateur traditionnel. Et il dit qu'on double les ressources en rajoutant un qubit. Alors, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire que c'est vrai que l'espace mathématique de calcul dont tu disposes, il est doublé à chaque fois que tu rajoutes un qubit. Le problème, c'est quand on rajoute au-delà de 50 et qu'il y a du bruit, bah, tu perds parce que ton calcul ne donne pas de résultat correct. Et l'autre point, c'est que ce n'est pas parce que tu rajoutes du qubit que tu vas plus vite. Tu vas plus vite qu'un ordinateur classique si tu as un algorithme qui permet d'aller plus vite. Et tous les algorithmes n'est-ce pas, libres et égaux dans le quantique. Tous les algorithmes quantiques n'apportent pas tous l'accélération par rapport à leur équivalent classique pour résoudre un problème donné. Donc, l'espace de calcul, c'est comme si tu avais de la RAM. Tu as plus de RAM, en gros, pour un équivalent classique, mais ça ne veut pas dire que ton algorithme va aller plus vite. Ce qui compte, c'est que tes entrées-sorties aillent plus vite. Ce qui compte, c'est que tes portes soient plus rapides. Ce qui compte, c'est que ton algorithme il soit conçu de telle manière que ça va plus vite qu'un ordinateur classique. Donc, il y a une nuance. Moi, j'appelle ça le space-time trade-off en américain. C'est-à-dire qu'il y a une nuance entre l'espace mémoire et la vitesse de calcul. Et d'ailleurs, par exemple, si tu as plus de qubits, tu peux aller plus vite. Si tu as moins de qubits, tu vas aller plus lentement, en fonction d'un besoin donné. Hein. Alors, Ryan, tu peux compléter, je pense, parce que tu as une expérience algorithmique aussi. Ouais, bah déjà, moi, je voulais aussi compléter sur la question de l'accessibilité, parce que là, on a pas mal parlé de l'existence, du coup, des serveurs, des machines et tout, mais je pense qu'il y a aussi une question de l'accessibilité, comment dire, en termes de skills à Oui, réutiliser, aussi. Oui, 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 ouais, bien sûr. parce que souvent, on se dit, ah, moi, enfin, je sais faire l'optimisation, je sais faire la simulation physique, du coup, peut-être que je peux refaire la même chose. Alors, moi, de mon expérience, c'est quand même, enfin, que les algorithmes quantiques, c'est un autre paradigme. Parce qu'en fait, enfin, un ordinateur quantique ne va pas fonctionner de la même manière qu'un ordinateur classique. Et ça implique que les algorithmes aussi vont être différents. Typiquement, il y a des algorithmes, enfin, un des grands sujets du calcul quantique, c'est le décryptage de code de sécurité. Et en fait, qui est basé sur un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Shor, qui est lui-même basé, je crois, sur un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme de Simon. Moi, par curiosité, je suis allé lire le papier sur l'algorithme de Simon pour comprendre comment ça se passait. J'ai lu chaque étape mathématique du sujet, j'ai compris chaque étape mathématique, mais à la fin, j'étais incapable de dire comment on était arrivé d'un point A à un point B. Je comprenais très bien tous les trucs, et je me disais, ah, mais ça, c'est logique de. Enfin, mathématiquement, c'est juste de dire ça. Mais par contre, l'algorithme, pourquoi il marche? Euh, Impossible à dire. Et enfin, je suis ingénieur en mathématiques appliquées, donc je travaille en recherche, donc enfin, je suis censé quand même me débrouiller un peu. Mais enfin, c'est un vrai sujet, et ça demande des années d'expérience de travailler ça. C'est pas quelque chose qui a un coût d'entrée gratuit. Après, le fait est aujourd'hui que les entreprises, que du coup les providers d'ordinateurs quantiques et aussi beaucoup de boîtes de conseil vont se poser en intermédiaire pour justement faire en sorte que vous leur donniez un sujet et que vous allez à le transformer en une application enfin, qui tourne sur ordinateur quantique. Mais enfin voilà, les choses sont pas si évidentes que ça. Ça demande, il y a quand même un coût à l'entrée aussi pour comprendre quoi et éviter aussi enfin, certaines belles promesses qu'on peut justement avoir de la part des constructeurs ou des sociétés de conseil. Donc c'est Ok. faisable, mais ça demande quand même des ressources investies pleinement là-dedans. Voilà. Je Ok. confirme. J'avais Super. utilisé une métaphore en 2018 en disant que notre rôle, c'était de faire de la désimbitabilisation. Et je confirme 7 ans après que c'est un sujet compliqué, quoi. Aussi bien au niveau de la physique, du hardware ou du software. Hmm. Mais en même temps, c'est enrichissant. Les Oui. entreprises que je connais, qui ont des gens bah, comme Ariane, côté SNCF, qui s'intéressent au calcul quantique, ça leur permet d'attirer des talents de bon niveau. Ça permet de se poser des questions mathématiques et algorithmiques très intéressantes qui, dans certains cas, permettent de remettre aussi en cause le calcul classique existant. Donc, d'une manière générale, le fait de s'intéresser à ce sujet-là, on va dire que scientifiquement, ça t'élève.
Et c'est bon pour le business d'élever le niveau scientifique des entreprises, de manière générale. Donc, mon message est positif, et malgré toutes les réserves auxquelles je souscris totalement, il y a des gens qui survendent de trucs, qui baratinent beaucoup. Et les boîtes de conseil, les McKinsey, les BCG, effectivement, Ah non, ils en rajoutent un peu on trop. cite pas de nom, Ah Olivier. bah, je balance, moi, désolé. Ils promettent que ça va générer 2 trillions de dollars de valeur ajoutée, ils racontent des salades, parce que c'est leur métier de vendre. Mais ils faisaient la même chose sur les métaverses ou l'IA ou les objets connectés avant. Donc, Les euh, méta quoi, Olivier? Non, je plaisante. ouais, oui, voilà, c'était le truc il y a 3 ans, 4 ans, et maintenant, on en parle moins, quoi. Donc, Ouais. il faut, Je faut veux juste. gratter derrière, faut gratter derrière la science pour comprendre ce dont il s'agit. Et c'est vrai que c'est pas trivial. Ouais. Ouais, clairement. Il nous reste 20 minutes. Je voudrais juste aborder au moins deux grandes thématiques. La première, c'est juste parce il y a peut-être aussi dans l'auditoire ou ceux qui regarderont le replay, il y a une question, on a parlé un peu ordinateur, algo, machin, etc. Mais en fait, quelqu'un qui aujourd'hui code, tout simplement, fait du Python, ce qu'on veut, etc. Du classique, une base de données, de l'algo, du Python roule. Euh, moi j'ai un petit paquet de questions autour de ça, je vous le fais en vrac. C'est en fait, mais il y a cette notion de superposition qui amène dans certains cas, pour certains problèmes complexes, de combinatoire, blablabla, ok, le quantique apporte une forme de performance. Mais en fait, depuis 20 ans, ou même 30 ou même plus, on a déjà cette notion sur nos processeurs classiques de multithread, de pouvoir exécuter des choses en parallèle. Donc moi j'ai une première question et je vous fais les deux grandes questions là. C'est bah, en fait quoi de nouveau entre ce monde de la superposition des qubits blablabla et puis ce monde du multithread. Ça c'est le premier volet. Et puis dans le même esprit, il y a bah, est-ce que tout bêtement, parce que c'est des questions que moi on pose parfois, c'est mais est-ce que mon patrimoine de code, de logiciels, de soft que j'ai aujourd'hui, sur lequel j'ai investi, il peut fonctionner sur le quantique et puis aller plus vite. Alors, je sais que la réponse est non, mais développer un petit peu ce qui se cache derrière, quoi. Euh, Peut-être je commence vite fait. Ouais, Mais, ou bien, pas de problème. mais du coup, ouais, c'est surtout la deuxième question qui me parle, puisque, enfin, ouais, moi, je suis développeuse aussi à la base, entre autres. Et en fait, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est un des éléments, je pense, importants à retenir, c'est que le calcul quantique, ça va pas tout révolutionner. Là, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait une question où on me disait, il y a 50 ans, on pensait pas que ça allait tout révolutionner non plus. Donc, voilà. Est-ce que peut-être vous vous trompez? Je pense que on est un peu tôt, en effet, pour dire, nous, ce qu'on donne, c'est nos impressions, vis-à-vis de ce qu'on voit dans le business. Peut-être qu'on se trompe, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les cas d'usage sont très ciblés. Quand on regarde en fait les méthodes algorithmiques qui promettent des améliorations en termes de temps de calcul, de complexité, etc., on voit que c'est seulement certains éléments. En fait, il n'y a pas tous les sujets algorithmiques sont pas révolutionnés par le calcul quantique. Ça va être des problèmes très particuliers, de genre trouver des périodes dans genre des fonctions de tel style et tout. Et en fait, le truc, c'est que ces petits algorithmes-là, ils peuvent être réinsérés derrière dans des algorithmes plus gros et venir résoudre des bottlenecks. Mais donc, tout ce qu'on développe aujourd'hui en termes de code, usage de bases de données, enfin, les questions, comme je disais, très algorithmiques, il y a des choses qui vont être amenées à être sûrement, enfin, on l'espère en tout cas, remplacées par ces questions quantiques, mais ça va pas être le cas de tout. Et en plus, enfin, une chose qui est intéressante à rappeler, c'est aussi que c'est quelque chose qui arrive, là, ça fait déjà 10-15 ans qu'on est dessus, je pense, hein, sur le calcul quantique. On a des solutions qui commencent à se mettre en place, mais il va sûrement y avoir des bons technologiques à des moments, mais on est sur quelque chose aussi qui est graduel. Et ce que ça veut dire, c'est que les entreprises vont venir s'adapter au fur et à mesure et qu'on va aussi venir vous proposer des solutions qui font sens en termes économiques et aussi en termes de résultats, enfin de performance. Donc il y aura sûrement aussi un moment où on va trouver par exemple des logiciels qui vont vous dire, ah, mais on a telle fonctionnalité, où on peut faire appel à des calculs quantiques sur cloud, sur cloud. Mais Ok. voilà, ça va être aussi des choses qui vont être intégrées au workflow. Il y aura sûrement des bons, mais enfin, forcément que l'industrie a intérêt à ce que tout le monde soit dans le bateau, parce que dans le train, parce que ça va Ouais. rapporter plus d'argent aussi. Donc, faut être à l'affût si on peut, mais faut aussi se rappeler que voilà, je pense qu'il il y aura une intégration de tout le monde au fur et à mesure du temps. Je te laisse la parole, Olivier. Ah, je confirme, alors je vais rajouter quelques éléments. La bonne nouvelle, c'est qu'on développe aussi en Python, donc, en général, parce que Yes.
Parce que, en fait, quand tu utilises un ordinateur quantique, tu travailles avec les frameworks. Donc là, je parle aux développeurs qui sont dans l'audience. Et comme avant. Tu as TensorFlow, tu as PyTorch, c'est des frameworks. Le quantique, c'est aussi des frameworks. Qiskit, ce n'est pas un langage, c'est un framework. C'est un ensemble de fonctions que tu appelles avec ton Python. OK. Et avec ça, tu codes un circuit quantique. Alors, la réponse par rapport à l'impact sur le code existant. De manière générale, le code, on ne le porte pas. C'est-à-dire que tu vas redévelopper ou tu développeras un algorithme quantique from scratch avec des nouvelles méthodes de travail. Alors derrière, il faut maîtriser l'algèbre linéaire qui est derrière. En fait, en gros, tu fais du calcul matriciel optimisé, pour faire simple, pour simplifier les choses un petit peu. Tu fais ça avec un langage différent, une métaphore différente, donc tu ne portes pas le code. Néanmoins, il y a des acteurs de l'industrie, et j'en connais quelques-uns, notamment un qui est à Singapour, qui s'appelle Horizon Quantum, qui essayent de proposer des briques de développeurs qui sont de très haut niveau et qui permettent de s'affranchir du code à bas niveau. C'est un peu comme ce qu'on appelle le no-code aujourd'hui dans le développement classique. On peut faire du no-code quantum. Avec des réserves. Donc l'idée, c'est de proposer des modules qui permettent de traiter des problèmes directement. Donc j'ai un problème de traitement d'une matrice ou je ne sais pas quoi, et tu as le module qui le fait et tu ne codes pas. Tu donnes ta matrice, tu donnes les résultats en sortie. Okay. Tu as des gens qui font ça dans des applications métiers. Il y a une boîte espagnole qui s'appelle Multiverse. Ils ont fait des machins pour des calculs financiers en disant tu mets les données en entrée, tu as le résultat en sortie. Et sans avoir besoin de programmer. Donc c'est un peu la templétisation ou la paternisation, si tu veux, software pattern, de blocs fonctionnels pour le développeur, qui sont en train de se mettre en place. Mais aujourd'hui, quand on développe avec le code, un peu l'équivalent basique d'un PHP ou d'un JavaScript ou de C++, ça dépend des langages qu'on utilise, on est avec un langage d'assez bas niveau, qui manipule les qubits d'assez bas niveau, qui est plutôt voisin de l'assembleur d'avant, du macro-assembleur qu'on utilisait il y a très longtemps, et qu'on utilise encore parfois pour faire du code dans les systèmes embarqués. Donc, on a une espèce de dichotomie avec soit on est relativement à bas niveau, à manipuler les qubits à bas niveau et on fait du calcul avec des matrices à bas niveau, soit on est à très haut niveau et on masque la complexité entre les deux. Mais il n'y a pas de niveau intermédiaire pour l'instant. Je n'ai pas vu apparaître de langage intermédiaire réellement qui soit un juste milieu entre les deux. Mais on ne porte pas le code existant. Ça, c'est certain. C'est clair. C'est très clair. Je voudrais quand même qu'on prenne du coup un peu de hauteur là, parce que moi je me rappelle, Francky l'évoquait l'année dernière quand on échangeait notamment au Québec et à l'université de Sherbrooke sur ces sujets. Il y a des enjeux potentiellement qui pourraient être super forts derrière le quantique. J'en cite un que j'entends souvent, c'est par rapport au monde de la sécurité, de la défense. Sur le fait de dire est-ce que, alors mythe ou réalité, est-ce que le calcul quantique, certains calculs et algorithmes quantiques vont potentiellement avoir la puissance pour casser des clés, donc là on est dans la crypto, casser des clés de sécurité les plus performantes d'aujourd'hui en traditionnel, je dirais. Et puis derrière, je me dis, ouais, mais à un moment, de toute manière, le quantique va certainement permettre de créer des clés quantiques. Je ne sais pas si je m'exprime avec les bons termes, mais vous voyez l'esprit. Et puis que de toute manière, on va tous monter d'un niveau, etc. Et du coup, la synthèse de cette réflexion sur laquelle je veux bien que vous réagissiez, c'est de se dire, mais fichtre en bon français, la première nation, et là je parle de géopolitique du numérique globalement, c'est la première nation, admettons que ce soit la Corée du Nord, si vous voyez ce que je veux dire, qui va être en possession de la maîtrise de cette potentielle algo quantique qui va décrypter nos clés traditionnelles, ça peut faire peur. Voyez-vous le sujet que vous voudrez... C'est un faux problème. Ah. Ce problème n'existe pas. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Mais ma question était bien quand même. Mais ta question, elle est très bien, mais je t'explique pourquoi c'est un faux problème. Et d'ailleurs, je ne suis pas forcément dans l'air du temps quand je dis ça. L'algorithme de Shor que Ariane a évoqué tout à l'heure, c'est un algorithme qui a été inventé en 1994 qui dit qu'on pourrait potentiellement casser des clés RSA qui servent à gérer la sécurité ouverte sur l'Internet, alors surtout la sécurité du commerce en ligne et des usages grand public, parce que les États, ils ont d'autres systèmes. Ils ont des systèmes à clé privée, des systèmes à clé symétrique qui sont différents. Mais en gros, la sécurité de l'Internet, ta carte bleue, elle est menacée par cet algorithme. Bon, le problème, c'est que la machine, pour le faire, tourner cet algorithme, elle n'est pas encore là. Les dernières estimations de ressources montrent qu'il faut au moins 1 million de qubits
de très bonne qualité pour y arriver, alors qu'aujourd'hui, on en a à peine une centaine. Donc, il y a au moins 15 ans à 20 ans avant d'y arriver. A priori, si on est raisonnable, quoi. Mais entre-temps, les États, aussi bien l'Europe que les États-Unis, ils ont déjà créé les contre-mesures. Le NIST, qui est l'organisation de standardisation américaine, a lancé en 2016, donc il y a presque 10 ans, un programme de normalisation d'un machin qu'on appelle la cryptographie post-quantique. C'est-à-dire des systèmes de création de clés de chiffrement qui résistent à l'ordinateur quantique de dans 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, avec des preuves mathématiques. Ils ont créé un concours mondial et ils ont sélectionné 4 protocoles. Alors je crois que 3 pour les signatures, 1 pour les clés. Et ils ont standardisé ça l'année dernière. Ils en ont d'autres dans le pipe. Et il faut savoir d'ailleurs que les Français ont contribué à 3 des 4. Il y a des gens comme Thalès, des gens à Limoges qui ont contribué à Versailles, qui ont contribué à la création de ces standards-là. Ces standards, ils sont là et c'est des standards ISO. Donc les sociétés de cybersécurité proposent déjà dès maintenant, ça prend du temps à les déployer, les nouveaux protocoles qui se protègent contre l'ordinateur quantique. L'iPhone a déjà ça. Les VPN ont déjà ce protocole dans leur système. Donc on est déjà protégé aujourd'hui contre l'ordinateur de dans 20 ans. Ok. Donc dans 20 ans, le problème est là. Alors je vais utiliser une métaphore historique, elle est peut-être un peu stupide, la bombe atomique. C'est un peu comme si on avait inventé la bombe atomique en 1945, mais qu'en 1935, on ait inventé un antidote contre l'arme atomique. Donc un truc, tu te peinturlures de je ne sais pas quoi, et tu n'es pas affecté à Hiroshima et Nagasaki par la bombe atomique. C'est un peu la métaphore. On a déjà l'antidote, alors que la bombe n'existe pas encore. Elle n'existera pas avant 15 ans à 20 ans. Donc c'est un faux problème. Mais tu es très affirmatif. Oui, je me permets de l'être. Ok. Alors par contre, là je vais t'apporter une nuance. Il n'est pas impossible qu'un jour on casse les clés RSA, mais si ça se trouve, ça ne sera pas avec un ordinateur quantique. Ça sera peut-être avec un algorithme classique ou avec un autre type de machine que certains essayent de développer, mais pas avec un ordinateur quantique. Moi, je me mets à couper que RSA n'est pas cassé par un ordinateur quantique avant 15 ans. Ah, c'est clair, comme quoi il y a aussi des fausses idées qui traînent. Et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Quand tu fais un sondage auprès des physiciens, tu obtiens une gaussienne, une espèce de courbe qui est comme ça, tu vois, une courbe en cloche. Tu en as qui disent c'est dans 3 ans, la moyenne dit dans 15 ans, et tu en as 30% qui disent au-delà de 25 ans, voire jamais. Et tu as une gaussienne. Donc, si tu fais un sondage, tu vas sur la moyenne de la gaussienne, tu dis c'est 15 ans. Si tu es optimiste, vis-à-vis du calcul quantique, tu dis c'est dans 3 ans. Mais les gens qui disaient dans 3 ans, il y a 7 ans, ils se sont plantés. Hein. Et je les connais. Hein. Ils disaient ça il y a 7 ans. Hein. Moi, j'ai 7 ans de recul. Je vois bien comment ça se passe. Je vois bien la vitesse à laquelle la technologie est mise au point. C'est long, c'est compliqué. C'est toujours plus long que les gens le prévoient. Parce que c'est de la physique. Il faut changer. Les processeurs que Google, IBM et les autres font, ils itèrent de nombreuses fois. Et à chaque fois, c'est 6 mois, 12 mois de processeurs, de conception. Ça prend du temps. C'est très lent. C'est pour ça que c'est lent. C'est de la physique expérimentale où il y a beaucoup, beaucoup de problèmes à régler et ça prend du temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas le feu au lac, quoi. Et du coup, Ariane, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que tu étudies la question de la cyber aussi. Hein. Ouais, non, mais je suis très d'accord avec l'analyse d'Olivier au global. Enfin, en fait, la solution existe déjà. Il y a une petite nuance dont on avait déjà discuté, mais qui est intéressante du point de vue industriel, je pense, c'est que en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a déjà des. En fait, comme disait Olivier, les flux sont protégés aujourd'hui, donc s'ils sont encryptés. Mais il y a des boîtes qui tablent sur le fait qu'on va arriver à les décrypter dans, du coup, disons, 15-20 ans, si du coup on prend la moyenne de la gaussienne dont on parlait. Et, euh, et ces boîtes-là, elles vont attendre 15-20 ans pour décrypter des flux qu'elles ont récupérés aujourd'hui, en espérant du coup exposer des failles, des données sensibles qui leur resteraient encore pour dans 20 ans. Et ça, ça peut être du coup aujourd'hui de commencer à se prémunir déjà avec les solutions dont Olivier parlait pour justement éviter des déconvenues. Si je prends un exemple, typiquement, c'est sur les trains. Si on regarde par exemple, je sais pas, des communications entre le bord et le sol, peut-être c'est pas très intéressant de savoir dans 20 ans que le train du 23 septembre Paris-Bordeaux, il avait 10 minutes de retard et que du coup, on a changé l'ordre à la convergence à tel endroit. Ça, c'est peut-être pas important. Par contre, sur des données sensibles qu'on va peut-être héberger, je sais pas, sur des serveurs ou quoi, vis-à-vis de questions stratégiques à 40 ans ou d'enjeux, voilà.
Bah, là, ça, on veut pas que ça tombe entre les mains de gens, et même potentiellement dans 20 ans. Donc, il y a quand même des endroits où il faut réfléchir à se prémunir, et je pense que c'est une bonne chose d'être en avance de phase sur ces sujets-là pour pas se faire surprendre plus tard et regretter une potentielle flemmardise ou un manque de ressources du passé. Mais je suis très d'accord avec Olivier au global. Ouais, merci tous les deux. Alors, bah, peut-être une dernière question parce que je vois l'heure qui tourne et puis pour tous nos participants, ça fait de la tempête neuronale. C'est Ça toujours fume. stimulant. Moi, la dernière question que je me pose, on voit les équilibres géopolitiques du numérique nous sauter un peu plus à la figure aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On prend conscience de choses, notamment en Europe. Hein. Je ne suis pas en train de dire les méchants GAFAM, etc. J'ai plutôt un avis du type si on avait fait aussi bien, eh ben, c'est peut-être là qu'il y aurait eu des solutions. Mais on n'est pas là pour parler de mon avis, c'est plutôt le vôtre qui m'intéresse sur ben, ce sujet du positionnement France-Europe dans l'écosystème global, mondial, sur ce sujet du quantique. Est-ce que l'histoire que vous présentez, c'est la Chine, on aura très peu d'informations, les US ou l'Amérique du Nord au sens large, parce qu'on voit qu'il se passe pas mal de choses au Québec. Bon, bah, ils auront de toute manière un coup d'avance parce qu'ils vont mettre des dizaines de milliards sur le sujet. Et puis en France ou en Europe, on n'aura pas ces dizaines de milliards et on va recommencer la même histoire. Ou bien est-ce qu'on a justement un terrain de jeu qui est vachement sympa sur le quantique parce que on est quand même sur un sujet encore plus recherche que de développer une solution Azure ou Office 365 et que le niveau européen et français en matière de recherche a toujours été plutôt excellent. Et est-ce que pour une fois, et je ne veux pas faire un jeu de mots à 2 balles, mais est-ce que pour une fois, on ne va pas rater le train? On pourrait imaginer ne pas rater le train. Voilà ma question. Alors, tu peux commencer, Ariane, parce que vu Ouais. ma super blague, elle est pour toi. Que je prends le relais. Alors moi, je vais parler de mon point de vue SNCF, donc qui est peut-être un peu moins global que celui d'Olivier, parce que nous, on parle surtout à des startups françaises ou à fortiori européennes. Mais en fait, ouais, on voit qu'il y a d'autres régions du monde où il y a des énormes investissements. Je pense qu'on n'est pas en reste sur l'Europe et enfin ce qu'on voit, parce que notamment dans le cadre du consortium, enfin, on discute aussi de ces actualités-là. Il y a quand même à l'échelle européenne des investissements qui sont faits, des synergies qui cherchent à être créées. Puis comme tu dis, on a une force scientifique, rien que le fait qu'on ait, comme disait Olivier tout à l'heure, 6 startups en France, enfin, c'est un beau chiffre hein, et avec des technologies différentes. Moi, un truc que je trouve marrant surtout, c'est que en fait, on a toutes, comme disait Olivier encore une fois, on a toutes ces boîtes, toutes ces technos, mais on ne sait pas forcément en fait laquelle. On a un peu des pressentiments sur lesquels sont bien positionnés aujourd'hui, mais il n'y a aucune, j'ai l'impression, assurance forte sur celle qui va tirer son épingle du jeu, parce qu'en fait, différentes technologies ont différents avantages en termes de nombre de portes qu'on peut mettre en place, de nombre de qubits, de correction d'erreurs, de choses comme ça. Mais c'est très difficile de se projeter aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a une question d'investissement qui est genre cruciale, hein, l'argent toujours au centre de tout. Bien sûr. Mais il y a aussi qu'est-ce qui va se révéler compliqué technologiquement à développer, notamment en termes de nombre de qubits et de correction d'erreurs. Donc, moi, je dirais qu'on n'est pas trop mal positionné, en tout cas en termes d'investissement et de savoir scientifique. Par contre, il y a un peu le hasard du coup des avantages technologiques je pense, qui va jouer aussi. Et peut-être je vais laisser Olivier compléter parce que je pense que tu as une opinion un peu plus renseignée dessus. Non, mais en fait, elle est très bonne ton opinion. C'est bien. Merci, Non, contente. mais ça résume bien le point parce que oui, on a une force scientifique et technologique potentiellement, comme on l'a eu par le passé dans d'autres domaines, mais les deux difficultés qu'on risque de rencontrer, c'est un, le financement. Donc heureusement, on a quelques startups bien financées en Europe, mais pas autant que les Américains. Donc on a ce décalage qui existe. On a le fait aussi qu'il n'y a pas de GAFA en Europe et que les GAFA, enfin, les quatre des GAFAMI sont dans le quantique. Hein. Il y a Apple et Facebook qui n'en font pas, mais les quatre autres en font. Donc eux, ils ont des moyens, ils ont de l'argent, Microsoft, Google, même si Microsoft est un peu en retard, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils mettent beaucoup d'argent, ils ont des moyens. Donc on a ce décalage. On a aussi le décalage en termes de structure de marché. Quelle que soit la technologie numérique, le marché américain, il continue à driver les choix mondiaux.
Et c'est un marché qui, surtout en ce moment, n'est pas facile à pénétrer. Donc ça crée un différentiel. Alors moi, quand j'ai démarré dans le quantique en 2018, j'étais convaincu, et je le reste, que l'incertitude scientifique qui existe pour la mise au point de ces machines-là est une opportunité. Donc s'il n'y avait pas d'incertitude, il n'y aurait plus qu'une question de finance et de marketing, quoi, et de force américaine. Le fait qu'il y ait encore une incertitude scientifique, c'est un moyen de se dire on a encore de chance. Alors, ça me permettra de reboucler sur la question de l'environnement, cette affaire. Parce que la différenciation... Et d'arriver sur un mot de conclusion. Oui, voilà. Et la différenciation, une des différenciations potentielles des acteurs européens, et notamment français, c'est que ce n'est pas impossible que, compte tenu des choix qu'ils ont faits, leurs machines soient beaucoup plus économes et en énergie et en matières premières, et donc moins chères à la fin. Donc, rappelez-vous ce gap entre de 1 à 1000 sur l'énergie, tu vas le retrouver aussi sur le prix des machines. Donc, si il y a une transformation, c'est un peu comme au foot ou au rugby, si tu transformes le fait qu'on a une différenciation technologique et que ça devient un avantage économique en termes de coût de machine, là, ça sera un atout pour les startups européennes et françaises face aux Américains qui n'auront pas forcément fait les mêmes choix technologiques. Mais je parle au conditionnel, c'est pas garanti. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec la QI que j'ai cofondée, on essaye de montrer que cette question de l'énergie est un sujet important et c'est aussi un sujet de différenciation des acteurs. Et donc, plus on met le sujet en avant, plus il sera important et plus la différenciation qu'apporteront les acteurs européens et français aura de la valeur perçue par le marché. Ce qui est une réponse qui pourrait être valable pour plein de sujets au-delà du quantique. Oui. Donc, super. Merci beaucoup à tous les deux. Ariane, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion? Non, mais je pense qu'Olivier a résumé pas mal de choses et c'est très intéressant. Moi, je dirais que surtout la problématique aujourd'hui, c'est plus de se familiariser avec le sujet, de comprendre un peu quels sont les enjeux, quels sont les pièges aussi, quelles sont les réalités. Donc, je pense que ce webinaire, c'est le bon moment pour justement prendre ces renseignements-là et éviter de se lancer dans des choses qui pourraient être inconsidérées. L'actualité, elle est à suivre, mais à mon sens, et du coup, ça c'est mon opinion personnelle, on n'est pas encore sur des trucs attrapables industriellement à 5-10 ans. Alors encore une fois, comme disait Olivier, ça dépend des applications. La chimie, on est, je pense aussi, beaucoup plus proche que les questions d'optimisation et aussi, a fortiori, celle de machine learning. Mais ouais, ça reste un sujet prometteur, intéressant. Juste voilà, avec les bonnes attentes et les bons horizons. Un grand merci à tous les deux. Votre temps est précieux et donc vraiment, sincèrement, merci.